Alors le sujet qu'on m'a proposé de traiter, c'est le syndrome pollen-aliment et surtout de parler quelles sont les options thérapeutiques dont on dispose aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? Le syndrome pollen-aliment, c'est une allergie alimentaire qui se manifeste au niveau de la muqueuse orale principalement, qui peut parfois être associée à de la rhinite, de la conjonctivite, voire de l'asthme, voire des manifestations systémiques plus rarement, et qui survient suite à une primosensibilisation respiratoire vis-à-vis des pollens. L'entité qui est la mieux décrite, c'est l'allergie croisée par sensibilisation à l'allergène majeur du bouleau, le B2V1, la PR10, mais on décrit également ce syndrome par sensibilisation aux profilines, voire au LTP, même si l'ensemble de la communauté scientifique ne s'accorde pas pour dire que l'allergie au LTP fait partie du pollen food syndrome. Alors, est-ce qu'on peut prévenir le pollen food syndrome en cas de sensibilisation? Et donc, pour répondre à cette question, existe-t-il tout d'abord des différences entre les patients qui sont sensibilisés et qui ont un pollen food syndrome et ceux qui n'en ont pas? Alors, est-ce qu'il y a des différences au niveau clinique? Eh bien, il y a une étude italienne qui s'est intéressée à plus de 1000 enfants âgés de 4 à 18 ans, dont vous voyez 300, donc c'est-à-dire presque 25%, présentaient un pollen food syndrome. Et les facteurs de risque qui mettaient en évidence, c'était de développer un pollen food syndrome, bien sûr, c'était l'âge de l'enfant, le fait que les parents étaient atopiques et surtout que la mère de l'enfant ait un pollen food syndrome, le tabagisme passif de au moins un des parents, le fait d'avoir de la rhinite, et c'était principalement la durée de la maladie qui était importante. Par contre, l'âge d'apparition et la sévérité de la rhinite n'étaient pas des facteurs de risque de développer un pollen food syndrome. Les enfants qui étaient atteints avaient également plus de comorbidités allergiques et ils observaient un gradient nord-sud assez net. C'est le seul travail que j'ai retrouvé qui s'intéresse aux différences de profil clinique chez les patients ayant ou pas la maladie. Alors, on peut se poser une autre question. Y a-t-il un rôle de la sensibilisation? Alors, on sait que la sensibilisation à un aliment donné n'est pas du tout prédictive de la réaction clinique. C'est ce qu'a montré notre collègue belge Didier Ebault, qui a réalisé des puces Isaac par micro-arrêt chez près de 40% de patients qui avaient une rhinoconjonctivite allergique au pollen de bouleau. Et il montre que, quel que soit le profil de sensibilisation au PR10, donc si les patients étaient sensibilisés à certaines PR10 ou pas, eh bien, ce n'était pas prédictif de la survenue de réactions cliniques. Par contre, et les auteurs ne proposent pas de raison, ils ont constaté que les sujets qui avaient un pollen food syndrome étaient moins sensibilisés vis-à-vis d'autres allergènes respiratoires. Alors, on peut aussi se poser la question de savoir s'il y a des facteurs locaux qui expliquent que certains patients développent des symptômes au niveau de la muqueuse orale. Il y a assez peu de travaux qui ont été réalisés. Alors, on sait que la muqueuse de la bouche, c'est un site immunocompétent qui a un rôle très important dans l'acquisition de la tolérance. C'est une barrière physique qui est composée de cellules immunitaires dont le rôle dans l'homéostasie mucosale est très important et l'intégrité de cette barrière épithéliale est également très importante. Vous savez que c'est une hypothèse qui est actuellement exploitée par beaucoup de scientifiques, c'est cette idée que la barrière épithéliale est la première des défenses, ça fait partie de l'immunité innée et qu'elle va nous protéger d'agressions de l'environnement extérieur. Alors, en ce qui concerne notre topo sur le pollen food syndrome, il y a un travail qui a étudié le pollen food syndrome, mais par réaction croisée aux profilines. C'était en Espagne et les auteurs ont réalisé des tests de provocation orale avec la profiline purifiée du palmier. Et ils ont montré que les patients qui développaient des manifestations orales après ce TPO, eh bien en fait avaient des manifestations au niveau de l'épithélium. Donc ils avaient une rupture de la barrière épithéliale au niveau de la muqueuse orale, qu'il y avait au niveau de cette muqueuse orale un recrutement de cellules inflammatoires et une majoration de la sensibilité des cellules effectrices.
Tout cela menait à un remodelage de la cavité de la muqueuse orale avec une diminution de l'expression des jonctions serrées et une augmentation de la perméabilité épithéliale et des dépôts collagène. Donc on voit que ces patients avaient vraiment une réaction à la fois immunitaire et de remodelage au niveau de la bouche. Alors on l'a vu, la durée de la rhinite était un facteur de risque de développer un pollen foot syndrome chez les enfants italiens. Et donc on peut se poser la question de savoir, est-ce que une immunothérapie précoce vis-à-vis du pollen pourrait prévenir d'une allergie alimentaire? Eh bien, actuellement, on ne le sait pas. Il n'y a pas de données tangibles qui permettent d'affirmer ce propos. Le seul travail que j'ai retrouvé, c'est un travail réalisé chez des enfants qui avaient une rhinoconjonctivite par sensibilisation au cèdre et qui étaient sensibilisés à la tomate. Et les auteurs montraient que, en les désensibilisant vis-à-vis du pollen de cèdre, eh bien, ils avaient une diminution de la réactivité vis-à-vis de la tomate. Malheureusement, il n'y a pas eu de test de provocation, donc c'était juste in vitro. Ils faisaient des tests d'activation des basophiles avant et après désensibilisation, et ils montraient que les patients qui avaient été désensibilisés avaient une réactivité moindre. Ça reste de l'in vitro, donc il n'y avait pas de clinique associée. Alors, on en arrive à la prévention tertiaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire chez les patients qui ont développé un pollen foot syndrome et qui ont des manifestations allergiques? Est-ce qu'il faut faire un régime d'éviction? Et si oui, lequel? Eh bien, on a des recommandations de la Société anglaise d'immunoallergo et de la European Academy qui sont assez claires sur cette question. Donc, effectivement, on recommande les mesures d'éviction, mais uniquement vis-à-vis des aliments pour lesquels les patients ont des réactions cliniques, c'est-à-dire que s'ils sont simplement sensibilisés mais qui tolèrent l'aliment, on ne va pas leur recommander de les éviter. Mais toutefois, ils recommandent une prudence, et c'est principalement ici pour les aliments qui sont cités dans les cas d'allergie croisée avec le pollen de bouleau. Il faut être prudent vis-à-vis des aliments qui contiennent une quantité importante d'allergènes. Et donc ça, c'est le cas du fruit du jacquier, c'est le cas du lait de soja, c'est aussi le cas pour ce qui est consommé en grande quantité en une fois, c'est-à-dire les présentations liquides, que ce soit les smoothies, les jus frais, le lait de soja, et également chez les patients qui pourraient consommer une grande quantité de fruits à coque auxquels ils sont sensibilisés. Ce sont des conditions dans lesquelles il faut que ces patients restent prudents. Alors ça, c'était pour les PR10. Qu'en est-il des LTP? Vous savez que les LTP sont des allergènes qui donnent des réactions souvent plus sévères que les PR10. On a très peu de données. Et c'est Azero qui s'est intéressé à la question. Donc, il a suivi 67 sujets qui avaient eu une manifestation allergique à un aliment par sensibilisation à la LTP. Il recommandait d'éviter, évidemment, cet aliment en question, mais il autorisait la consommation des autres aliments auxquels les sujets étaient sensibilisés. Et il les a suivis avec un recul de 1 à 16 ans. Et ce qu'il observe, c'est que seulement 30% de ces sujets développaient de nouvelles allergies, donc de nouvelles manifestations cliniques, mais que pour près de la moitié d'entre eux, c'était des réactions locales et l'autre moitié présentait des réactions systémiques. Les aliments qui étaient le plus souvent incriminés, ce sont les aliments qui sont riches en LTP, les rosacées, les prunoïdés, les fruits à coque et l'arachide le plus souvent. Et chose intéressante, les aliments vis-à-vis desquels les sujets développaient des néoallergies n'étaient c'était pas corrélé au taux d'IgE spécifique ni à la co-sensibilisation pour une PR10 ou une prophyline. Ça veut dire que on pouvait pas le prédire. Et donc, en conclusion, la survenue de néoallergies par sensibilisation au LTP a une faible prévalence. Il s'agissait quand même assez souvent de réactions locales. On manque bien sûr de plus grandes études et donc l'auteur recommandait que la décision soit prise sur base individuelle, mais que cela ne justifiait pas une éviction en dehors des cofacteurs. Et ça, c'est un élément qui est très important et qu'on pourra aborder demain matin.
Alors, je vais vous passer ceci, c'est juste les recommandations de la Société anglaise d'immunoallergo qui ont été publiées en 2022 et qui vous donnent des pistes pour les éléments déclenchants habituels, les aliments qui sont généralement tolérés ou les formes sous lesquelles les aliments peuvent être tolérés, et également des pistes au niveau diététique, parce que vous savez que l'éviction de ces fruits qui donnent des réactions croisées avec les pollens, ça veut dire qu'on se prive d'une source de vitamines, d'oligo-éléments, etc., qui sont favorables sur le plan diététique, et donc il faut trouver des substituts. Alors, au niveau de la prévention tertiaire toujours, il faut bien sûr prendre en charge les comorbidités chez ces sujets qui ont une allergie respiratoire associée à une allergie alimentaire. Là, également, on manque d'études, et ce qu'on sait, et c'est valable chez ces patients qui ont des allergies alimentaires croisées, mais également chez les autres, c'est qu'il faut contrôler l'asthme, parce que ce qu'on observe parfois, ce sont des sujets qui ont une allergie alimentaire vis-à-vis des perdices de bouleau, qui vont avoir un syndrome oral, qui vont avoir un peu de rhinite, qui vont faire un peu d'asthme lors d'une manifestation, d'une consommation accidentelle. Et quand on traite leur asthme, qu'on contrôle leur asthme, ils n'ont plus que des manifestations au niveau oral. Donc c'est extrêmement important de rechercher l'asthme et de le traiter avec comme objectif évidemment un contrôle optimal. Il en va de même de la dermatite atopique. Alors, évidemment, on va recommander aux patients de prendre en charge leurs manifestations cliniques accidentelles. Et là, c'est bien sûr les mesures d'éviction dont on a discuté, la prise éventuellement d'antihistaminiques. Les auto-injecteurs d'adrénaline sont réservés. Ils sont réservés aux sujets qui ont eu des réactions sévères, par exemple en cas de coexposition au pollen ou chez des patients qui sont asthmatiques, comme je le disais tout à l'heure, ou en présence de cofacteurs. Et donc ces cofacteurs, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la réalisation d'un effort. Et ce qu'on voit quand même assez fréquemment chez nous, ce sont les inhibiteurs de la pompe à protons qui sont prescrits en grande quantité, et surtout la chirurgie bariatrique. Donc ce sont des sujets qui vont développer des manifestations systémiques alors qu'ils sont sensibilisés qu'à une PR10 qui n'est censée donner que des manifestations locales. L'explication étant qu'en bypassant l'estomac, on bypasse la protéolyse acide et le rôle de l'estomac, et donc cet allergène arrive intact dans l'intestin et est résorbé et va entraîner des manifestations systémiques. Alors, on en arrive à l'immunothérapie. Alors, on a deux options, bien sûr, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait de réactions croisées. On peut se dire, on va désensibiliser vis-à-vis de l'allergène qui a sensibilisé initialement le patient. Et donc, dans le cas de nos allergies au pollen de bouleau, on va désensibiliser soit pour le bouleau, soit pour le BETV1. Alors, on a pas mal d'études, c'est une littérature qui date des années 90 et 2000, qui ont des designs qui malheureusement ne permettent pas de conclure vraiment à une efficacité, mais on voit que les études que j'ai pointées en gras sur le tableau sont des études pour lesquelles les patients ont été désensibilisés par voie sous-cutanée vis-à-vis du pollen de bouleau, qui ont été suivis entre 1 à 3 ans, et globalement, on observe une amélioration du syndrome oral vis-à-vis de la pomme entre 50 et 60-70% des cas, selon les études. Alors malheureusement, la confirmation de cette amélioration s'était réalisée avec des tests de provocation en ouvert, et donc on ne peut jamais évidemment arriver à une conclusion aussi solide que lorsque c'est réalisé en double aveugle. Alors, on y arrive un peu plus tard, et donc c'est l'étude de Bollard en 2004 qui a été publiée dans Clinical Experimental Allergy. Vous voyez, ce sont des petits effectifs, 13 sujets désensibilisés par voie sous-cutanée vis-à-vis du pollen de bouleau, 12 contrôles, et après 1 an, il observait simplement sur base de l'échelle visuelle analogique au niveau des symptômes, une diminution chez une toute grosse majorité de ces patients, 3 sur 13 qui avaient été désensibilisés. C'est ce qu'on voit ici en noir. Donc on augmente les quantités de pommes en TPO, ça c'est le groupe qui est désensibilisé, et en blanc, les cercles ouverts, c'est le groupe qui n'a pas été désensibilisé.
Et par contre, dans le groupe contrôle, vous voyez qu'il n'y avait pas de différence. Alors, on continue les études, toujours soit un design en TPO double aveugle, soit en TPO ouvert, avec une étude randomisée cette fois-ci, qui a comparé l'intérêt de la désensibilisation par voie sous-cutanée par rapport à l'intérêt de la désensibilisation par voie sublinguale. Et vous voyez qu'ici, on a une augmentation de la dose qui va déclencher des symptômes chez ces patients d'environ 30 à 40% suivant la voie qui était utilisée, avec une petite une prédominance d'efficacité pour la voie sous-cutanée. Alors, on en arrive aux études randomisées contrôlées par voie sublinguale. Et là, on dispose des comprimés vis-à-vis du BETV1, où les résultats étaient un peu décevants, dans le sens où, effectivement, on avait une amélioration du syndrome allergique dans le groupe désensibilisé, mais également dans le groupe qui était pas désensibilisé. Et il y avait entre autres comme critique de l'étude un faible nombre d'effectifs qui n'avaient pas permis d'arriver à des résultats statistiquement significatifs. Alors ici, les auteurs ont utilisé une désensibilisation par voie sublinguale en utilisant du MALD1 purifié. Donc c'est l'allergène de la pomme qui croise avec l'APR10 et ils administraient de manière randomisée en sublinguale soit le MALD1, soit le BETV1 purifié, l'allergène du pollen de bouleau, soit un placebo. Et ils ont observé que après 4 mois, la désensibilisation avec ce MALD1 permettait de diminuer le taux de positivité des TPO avec le MALD1. Mais donc, vous voyez qu'on est quand même très loin de la vie réelle. En plus, les difficultés pour obtenir ces allergènes recombinants sont évidemment importantes. Et enfin, de nouveau, un comprimé sublingual vis-à-vis du pollen de bouleau et où les résultats étaient pas statistiquement significatifs, mais où on voyait qu'on avait une amélioration de la symptomatologie vis-à-vis de la pomme dans le groupe désensibilisé. Donc vous voyez que les résultats sont quand même assez décevants. Alors, je vous ai dit, il y a la PR10, il n'y a pas qu'elle qui peut donner des syndromes pollen-aliments. Il y a également la prophyline. Alors, la prophyline, c'est un peu plus compliqué parce qu'il s'agit d'un allergène mineur au niveau de la population allergique et que les extraits allergéniques dont on dispose ne sont pas standardisés pour cette prophyline. Ça veut dire qu'on ne connaît pas la quantité de prophyline qu'il y a dans l'extrait qu'on utilise et qu'elle est souvent très faible, voire indétectable. Alors, il y a des allergènes qui sont en cours de développement en vue de désensibilisation et on a 2 études, toujours une réalisée par A0, où il suggère que le fait d'avoir désensibilisé une patiente qui était allergique aux fenouil, concombre et melon par réaction croisée avec la prophyline, le fait de l'avoir désensibilisée vis-à-vis des pollens de graminées et de l'armoise avait entraîné une disparition des symptômes. C'est un cas rapporté isolé. Et enfin, une autre étude où ils ont utilisé un extrait de prophyline chez 7 patients qui avaient une rhinoconjonctivite allergique 3 fois par semaine pendant 16 mois, et les auteurs rapportent une amélioration de la tolérance vis-à-vis des fruits pour lesquels les patients étaient sensibilisés. Alors ça, c'était une option, c'est de désensibiliser pour l'allergène source, on va dire. On peut faire plus simple, on peut se dire, puisque les patients sont allergiques vis-à-vis d'aliments, on va utiliser cet aliment pour induire une tolérance. Et ça, ce sont des travaux qui ont débuté dans les années 2010 avec une étude de Copac publiée dans Allergy. 40 patients avec une rhinoconjonctivite au pollen de bouleau avec et sans pollen foot syndrome. Alors, les critères d'exclusion étaient le fait d'avoir eu une réaction anaphylactique, puisque là, on sort complètement du cadre du pollen foot syndrome. Le fait d'être sensibilisé à PruP3, qui est une LTP, et d'avoir un asthme sévère. Je rappelle que d'une manière générale, on ne désensibilise pas dans l'asthme sévère. 27 patients ont eu une consommation quotidienne et ils majoraient les doses toutes les 2-3 semaines.
Le traitement durait 8 mois et vous voyez que dans 60% des cas, on arrivait à une tolérance complète vis-à-vis de la pomme, alors qu'il n'y en avait eu aucune dans le groupe contrôle. Alors, à noter quand même qu'il y a 2 sujets qui sont sortis de cette étude suite à la survenue de diarrhée, des troubles digestifs et d'aggravation du syndrome oral. Donc, il faut savoir que ça existe et ça peut arriver, mais que dans la majorité des cas, c'est efficace. Alors, les travaux de nos collègues belges et français qui se sont dit, on va utiliser sur base de l'étude précédente, on va mettre ça en route, que ce soit au cabinet médical ou dans nos centres d'allergo, et ils ont désensibilisé vis-à-vis de la pomme avec plusieurs protocoles. Donc, vous voyez que en 2013, ils commençaient tout doucement, puis ils se sont dit, on va aller de plus en plus vite, jusqu'à arriver ici dernièrement au fait de faire consommer aux patients qui ont un syndrome oral une pomme entière. Puis le patient rentre chez lui, il consomme tous les jours une demi-pomme, et puis on augmente ainsi progressivement les doses. Globalement, de ces études, il ressort que la majorité des sujets, ça fonctionne, que c'est assez simple, qu'il y a toutefois des échecs thérapeutiques qu'on ne sait pas prédire, et que ces échecs thérapeutiques, ce sont des patients qui présentent des douleurs abdominales, comme je vous le disais tout à l'heure, ou chez qui ils ont dû ralentir l'augmentation des doses parce que les gens développaient des syndromes oraux sévères, et un écueil qui, je pense, à long terme est un vrai problème pour ces patients, c'est la perte de motivation. Parce qu'au début, ils sont certes très contents de pouvoir remanger de la pomme, mais à la longue, tout le monde s'en lasse. L'autre chose importante, c'est que la tolérance n'était maintenue que s'il y avait une consommation régulière de ces pommes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on en arrive seulement à 3/4 des patients qui continuent le traitement à long terme. Alors, une autre option, c'est ce que les patients nous demandent souvent. Est-ce que si je prends une pomme bio, si je prends une pomme qui vient de tel arbre, telle variété, est-ce que ça peut m'aider? Il y a quelques études qui se sont intéressées à cette question. Et donc, effectivement, on sait qu'il y a certaines variétés de pommes qui vont entraîner moins de symptômes. C'est la pomme Santana et Elise qui vont entraîner des symptômes chez 20 à 30% des sujets, alors que la pomme Golden, Topaz et Kanzi, elles vont entraîner des symptômes chez plus de 80% des personnes. Pourquoi? Eh bien, parce que ces espèces contiennent plus de maldéin, qui est l'allergène responsable des symptômes. Pareil chez la tomate, et là, je vous passe les variétés de tomates parce que je ne les connais pas. La pollution peut également influencer le contenu en allergènes, et un truc que auquel j'avais pas du tout pensé sont les conditions de stockage des fruits. Par exemple, le fait d'emballer les fruits en atmosphère protectrice, augmentait la quantité de maldéin dans ces fruits, et par contre diminuait la quantité de maldé3, donc qui est la LTP. Donc voilà, à vous de choisir à quoi les patients sont sensibilisés, mais ça peut être utile si on veut induire des tolérances, de savoir que si ce sont des pommes qui ont été emballées en atmosphère protectrice, elles vont contenir moins d'allergènes. Même chose pour la maturité du fruit. Est-ce qu'un fruit mûr contient plus d'allergènes ou moins? Eh bien oui, on a montré que plus un fruit est mûr, en tout cas pour la pomme, plus il contient d'allergènes de type maldéen. Et donc, en guise de conclusion, vous voyez qu'on connaît très peu de choses sur la physiopathologie de cette entité. Donc, les travaux que je vous ai montrés sur les biopsies au niveau de la muqueuse orale, il y en a peut-être quelques autres, mais qui tiraient pas des conclusions très intéressantes. Ça soulève quand même le rôle de la barrière épithéliale, et qui sait peut-être de tous les irritants qu'on met dans nos bouches. Donc, on a parlé des microplastiques tout à l'heure, des excipients, de tout ce qu'on met dans, tout ce à quoi on peut exposer notre muqueuse orale. Dans la majorité des cas, il s'agit de réactions bénignes, mais il faut savoir que les réactions sévères peuvent exister dans des conditions bien particulières que je vous ai montrées. Alors, est-ce qu'il y a un impact de l'immunothérapie précoce vis-à-vis de la rhinite? On ne le sait pas, mais c'est une piste qui peut être intéressante à envisager. Et enfin, au niveau des options thérapeutiques, outre le support, l'éviction et le support diététique, qui peut sembler simple, eh bien, on a en Europe du Nord des patients qui sont vraiment sensibilisés à plein de fruits et légumes frais. Ça peut vraiment devenir un problème au niveau de leur qualité de vie.
C'est vrai qu'il y a quelques années, on se disait le syndrome oral allergique, c'est une banalité, on n'en parlait pas. Et on se rend compte maintenant qu'il y en a certains pour qui c'est vraiment un problème et qui peuvent quasi plus rien manger au niveau de tout ce qui est cru. L'immunothérapie allergénique vis-à-vis du pollen de bouleau, elle n'est pas recommandée actuellement dans le but de désensibiliser l'allergie alimentaire. Utiliser l'aliment natif est une piste intéressante et dont peut-être on pourra reparler plus tard. Je vous remercie pour votre attention.